Bonjour tout le monde, merci en tous les cas de nous avoir invités à cette journée. Donc moi Pascal Hervé, oui, je suis élu à Rennes Métropole en charge de l'eau, de l'assainissement, de la GEMAPI aussi, puisque c'est petits cycles et grands cycles, de la biodiversité et de la politique foncière. Donc on verra que la politique foncière, c'est aussi un sujet qui est important dans le domaine de l'eau. Donc je ne sais pas qui c'est qui a... Voilà. On va vous faire une présentation. Alors, c'est vrai que la politique de l'eau à Rennes, c'est un peu historique, hein. Les élus des années avant notre siècle, avant le XXe siècle, avaient déjà entamé des travaux extrêmement importants parce qu'on n'a pas d'eau vraiment autour de Rennes. On va chercher l'eau à 30-40 km. Et donc, à l'époque, il y a déjà eu des canalisations maçonnées qui avaient été faites et l'eau arrive en gravitaire sur Rennes et on a les réservoirs des Galets qui sont des réservoirs importants qui avaient tout été construits en maçonnerie, qui sont des vraies cathédrales qu'il faut visiter. On les fait visiter au moment des journées du patrimoine et c'est vraiment impressionnant en fait, hein. C'est des réservoirs de 20 mètres cubes ou de 14 000 mètres cubes. Pardon, et donc c'est vraiment des réservoirs importants. Et c'est vrai qu'il y avait eu un souci déjà politique de s'organiser pour avoir un approvisionnement en eau suffisamment important sur le territoire. On passe au suivant. Donc, vous voyez le schéma, en fait, hein, notre approvisionnement, c'est les bassins que vous avez en vert et le périmètre de la métropole rennaise. Vous voyez, on va chercher principalement l'eau à l'extérieur de notre territoire, ce qui nous est reproché d'ailleurs assez souvent, des fois par des départements ou des territoires voisins. Donc on va parler un peu de la gouvernance, de la qualité de l'eau, du prix de l'eau, de la quantité, de l'empreinte carbone aussi, et de l'innovation et la recherche qu'on a mis en place, quoi. Alors je rappellerai que dès 2014, en fait, on a eu le statut métropole, donc le transfert des compétences d'un certain nombre de compétences, eau, assainissement, voirie, etc. Et donc j'étais en charge de ce transfert des compétences. Et donc il nous a fallu nous organiser, enfin nous retrouver l'ensemble des acteurs. Nous étions une vingtaine d'autorités organisatrices de l'eau sur le territoire. Au niveau assainissement, c'était une trentaine d'autorités organisatrices. Donc on s'est réunis tous dans une salle où on a dit, ben, écoutez, il va falloir qu'on trouve une méthode pour organiser ce transfert et organiser la gouvernance de l'eau, quoi, en fait. Alors, ça n'a pas été très simple, mais on a décidé donc de la création de la collectivité eau du bassin rennais au 1er janvier 2015. Donc, ça a été quelques mois, hein, en fait, hein, et la régie assainissement a été décidée aussi sur l'ensemble des 43 communes de la métropole où on a travaillé en régie dès 2015, quoi, en fait, hein. Et donc, ça a été un facteur déterminant pour travailler globalement sur la politique de l'eau. Alors c'est vrai qu'on héritait déjà d'un débat au niveau de la ville de Rennes qui avait été important, qui avait été mené avant ce transfert-là sur la gestion publique de l'eau. Et la ville de Rennes avait déjà décidé de se séparer, je dirais, de son exploitant privé pour aller vers un exploitant public. Et donc, on a lancé, enfin, dès 2013, moi, j'étais pas élu sur la ville de Rennes, hein, mais dès 2013, les élus rennais ont décidé de créer une SPL en lieu et place de l'exploitant qui était Veolia à l'époque, quoi, en fait, hein. Et donc, la SPL a pris en main l'exploitation à partir du 1er avril 2015. Donc on était sur un territoire assez réduit à l'époque, hein, il y avait 56 communes, avec des communes qui étaient extérieures aussi au périmètre, mais on n'a pas voulu raisonner que dans le périmètre de la métropole, on a voulu être plus large, et donc on est parti, l'aventure était lancée, la SPL a pris en main la gestion en fait de 56 communes, et puis la distribution, alors la production en régie, et la distribution au fur et à mesure en fait sur les territoires. On peut passer alors aujourd'hui, voilà en gros la situation, c'est on a agrandi le territoire puisqu'on a été sollicité en fait par des communes ou par des EPCI pour venir gérer l'exploitation de l'eau sur leur territoire. Et aujourd'hui, on est réunis autour de 75 communes au niveau de la collectivité eau du bassin rennais, qui représente
à peu près 560 000 habitants qui sont desservis. Et ce qui nous a permis, puisque dès 2015, on s'est aussi posé la question sur la politique de l'eau, la politique tarifaire de l'eau. Parce qu'évidemment, je le disais tout à l'heure, on était à plus de 20 autorités organisatrices, ça voulait dire 20 prix différents. L'assainissement, c'était 30 prix différents. Et donc, on a fait le choix, dès 2015, d'aller vers l'harmonisation du prix de l'eau sur l'ensemble du territoire. Et donc, on a eu 2 stades. Un premier stade qui était le premier périmètre où on a fait une harmonisation sur 8 ans, où on a fixé un prix cible qui était autour de 2,40 €. Ça voulait dire que pour les Rennais, qui avaient un prix plus intéressant, qui était à peu près à 2 €, il a fallu accepter une augmentation du prix de l'eau. Mais d'autres communes à côté, qui étaient plutôt des communes rurales, ont eu du coup une baisse de leur prix assez conséquente, quoi, en fait. Donc vous voyez le périmètre de notre travail au niveau de la SPL. Donc on a engagé ça et en même temps, on a réfléchi aussi sur la problématique de la qualité de l'eau et de notre ressource, mais surtout de la qualité. Et dès les années 2015, 2016, 2017, on a essayé de réfléchir sur comment est-ce qu'on pouvait être acteur auprès de l'agriculture pour que dans les périmètres de captage, on puisse avoir une activité auprès des agriculteurs qui puissent permettre de favoriser en fait la qualité de l'eau, quoi, en fait. Donc voilà en gros le travail qui avait été mené et en même temps puisque en fait je ne l'ai pas expliqué, mais on a une partie des ressources qui sont des drains, on appelle les drains du Coglay, qui étaient créés dès les années 1880, et on a fait de l'acquisition foncière là aussi sur tous ces secteurs-là pour pouvoir faire des baux à clause environnementale auprès des agriculteurs. Donc faire en sorte qu'il y ait des consignes ou des exigences en termes de manière de produire qui permettent de ne pas impacter l'eau. Alors je rappelle là aussi que sur notre territoire, et c'est la Bretagne en général, 80% de l'eau, en fait, c'est de l'eau de surface, quoi, en fait. Donc très vulnérable à toute activité humaine, que ce soit urbain, agricole, etc., quoi, en fait. Donc on a aussi une participation évidemment au Sage-Vilaine et on est en pleine discussion en ce moment d'ailleurs sur le Sage-Vilaine puisqu'on est en train de mettre en place un règlement qui ne fait pas la joie de tout le monde et on a pas mal d'opposition, ce qui fait que sur les aires d'alimentation de captage qui sont repérées dans le SDAGE, on puisse interdire en fait l'usage de pesticides, notamment des désherbants maïs sur toutes les parcelles à risque fort d'érosion. Et donc, le projet SAGE a été validé. En fait, le projet, il est maintenant à consultation publique. Donc, évidemment, les chambres d'agriculture se sont mobilisées pour, je dirais, presque s'opposer à ce principe d'interdiction en nous disant pas d'interdiction sans solution. Nous, on leur répond qu'il y a des solutions, elles existent. D'abord, l'agriculture biologique, c'est une solution, puisqu'il y a des gens qui, depuis 30 ans, 20 ans ou 40 ans, expérimentent et travaillent à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi tout le travail que l'on a mené, on le verra tout à l'heure avec Terre de Source, où on est capable d'apporter auprès des agriculteurs une autre réflexion et une autre manière de produire. Et évidemment, il y a à travailler sur ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux qui peuvent soutenir en fait dans la démarche, quoi, en fait. Donc tout ça par rapport au problème de qualité d'eau, je disais, haute surface, ça veut dire très vulnérable. Et c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui un cours d'eau dans nos eaux brutes qui est exempt de pesticides, quoi, en fait. On en a partout, quoi. Donc on a proposé là aussi au niveau de la clé du Sage-Vilaine de créer une commission de suivi de l'ensemble des pressions qu'il y a sur l'eau, que ce soit les pressions domestiques, les pressions industrielles ou les pressions agricoles, puisqu'il ne faut pas non plus que stigmatiser en fait l'agriculture. Mais c'est vrai qu'au niveau urbain, on a énormément de travail à faire au niveau assainissement. Donc tout ce travail-là est mené et est vraiment d'actualité. Et puis on a un travail aussi, alors je disais, on est en régie assainissement, donc on a déjà fait un diagnostic avant 2020 sur l'ensemble de nos installations assainissement pour voir quelles étaient nos capacités épuratoires et surtout les capacités vis-à-vis du milieu, puisqu'on a un milieu là aussi par rapport au changement climatique qui évolue assez vite et un milieu récepteur qui peut être très limité dans son acceptation de rejet, quoi, en fait. Donc on a systématisé
sur toutes nos stations d'épuration les traitements quaternaires pour faire en sorte d'avoir des rejets les plus améliorés possibles. Et puis, voilà, on arrive sur l'exemple de terre de source où là, on travaille vraiment, a été mis en place en fait toute une démarche importante auprès des agriculteurs qui sont d'abord dans les périmètres de captage et après, ça s'est étendu. D'autres syndicats d'eau sont venus adhérer avec nous sur le projet Terre de Source. Alors, Terre de Source, c'est un peu comme un label. Hein, vous savez, il existe le label rouge. Terre de Source, c'est pas... Il y a des agriculteurs qui sont en bio, il y a des agriculteurs qui ne sont pas en bio. Simplement, ils ont des interdictions, notamment l'usage d'OGM. Ils ont des interdictions aussi d'utilisation de pesticides. Et il y a un accompagnement, une animation agricole sur le désherbage mécanique, sur aussi d'autres pratiques agricoles et des essais de culture. On parlait du chanvre ce matin, donc on a effectivement des filières chanvre qui se mettent en place. On a essayé du quinoa, on essaie différentes productions pour amener au niveau des agriculteurs des possibilités d'abord de filières de production et aussi amener une diversification au niveau des assolements, quoi, en fait. Parce qu'en fait, pour avoir une maîtrise du désherbage sur l'ensemble d'une exploitation, il faut avoir des assolements plutôt longue durée avec une succession de cultures qui va permettre d'avoir une meilleure maîtrise du désherbage, quoi, en fait. Donc ça, c'est vraiment des sujets assez techniques, mais qui méritent vraiment toute attention, parce que c'est vrai que c'est pas simple, quand on est dans un système conventionnel, de passer dans un système, alors je ne sais pas si on va dire raisonné ou différent, ou en bio, il faut du temps, quoi, parce qu'on travaille quand même sur des rotations de culture, et c'est pas si simple que ça à mettre en œuvre, quoi, en fait. Donc il faut accepter d'être là, d'avoir un appui technique et un appui financier pour que les agriculteurs puissent intégrer en fait la démarche sans être à eux seuls prendre le risque financier, quoi, en fait. Je pense que c'est important. C'est de l'agroécologie. Et on en parlait ce matin, 80% des agriculteurs sont favorables, mais à condition qu'ils soient accompagnés dans le processus et qu'ils soient sécurisés financièrement. On en parlait ce matin, je n'ai pas pris la parole, mais c'est vrai que la PAC ne va pas du tout dans ce sens-là. Il va falloir, là aussi, que la politique agricole commune revisite complètement sa façon d'attribuer les aides, parce qu'en fait, on a une aide à l'agrandissement éternelle, aujourd'hui, sans plafonnement, si bien que plus vous vous agrandissez, plus vous cumulez des primes PAC, quoi, en fait. Donc il faudrait absolument un plafonnement en fonction du nombre de personnes à travailler qui permettent justement d'avoir une autre approche et une démarche agroécologique qui est absolument indispensable à tous les niveaux, quoi, aussi bien au niveau de l'eau, mais qu'au niveau de l'air, etc., quoi, en fait. Donc voilà, alors je ne sais pas, sur Terre de Source, aujourd'hui, il y a à peu près 120 agriculteurs qui sont engagés, c'est 8460 hectares. Et donc, il y a des structures, des filières, en fait, que l'on crée, puisque, en fait, on a essayé de travailler avec les filières existantes, mais elles sont très réticentes. Donc, on est un peu obligé de réinventer l'eau chaude, là, du coup, pour pouvoir sécuriser auprès des agriculteurs l'issue de leur production, et sont engagés aussi, évidemment, les collectivités. On incite en fait l'ensemble des collectivités à respecter la loi Egalim et donc à solliciter Terre de Source pour avoir des produits labellisés ou des produits bio et donc avoir un pourcentage donc dans la restauration collective qui corresponde à ce que la loi Egalim avait fixé. Si toutes les collectivités déjà exerçaient cette application-là, je peux vous dire qu'en France, il n'y aurait pas de problème d'agriculture biologique au niveau de l'écoulement de leurs produits, quoi, en fait. Parce que si toutes les collectivités respectaient la loi Egalim, on aurait, on aurait vraiment une issue de tout l'ensemble de la production, quoi, en fait. Donc voilà, il y a l'expérimentation de culture, on en parlait tout à l'heure, le chanvre, le sarrasin aussi. Et on sait que c'est des cultures qui ne sont pas forcément maîtrisées, mais pas faciles à maîtriser. Et donc, il y a aussi la collectivité apporte une aide financière suivant les années lorsqu'il y a eu plutôt du déficit, quoi, en fait. Donc vraiment, c'est toute une action très très forte
À côté de l'action aussi Ecodo, en fait, qu'on a mis en place, parce que notre territoire, je le disais tout à l'heure, c'est 80% d'eau qui vient de l'eau de surface, mais c'est aussi la consommation, c'est 80% de domestique sur la collectivité eau du bassin rennais. Et donc, on a calculé que si on met en œuvre une politique écodo importante, de l'ordre de moins 20% par abonné, on peut espérer avoir suffisamment d'eau dans l'avenir. Alors je dis ça parce que, mais je laisserai la parole à Jean-Yves qui a travaillé là-dessus, parce qu'en 2017, il y a eu une sécheresse en 2017 qui nous a vraiment posé question sur nos capacités de réserve. Et la Bretagne, qui avait une réputation de ne pas avoir de soucis d'approvisionnement en eau, est aujourd'hui confrontée, dans le cadre du changement climatique, à une diminution importante, surtout dans les départements d'Ille-et-Vilaine et Côtes-d'Armor, une diminution importante des volumes de pluviométrie, quoi, en fait. Donc 2017, si on avait eu 2018 à suivre du même ordre, on aurait manqué d'eau, hein, tout simplement, quoi, en fait. Et donc on a mis en 2019 un programme de recherche avec les universités pour essayer de comprendre comment alors il y a une étude précise, mais je vais laisser Jean-Yves la présenter, mais pour essayer de comprendre sur un petit bassin versant et une réserve qui était importante pour le bassin rennais, qui est la réserve de la Chaise, qui est de 14 millions de mètres cubes, comment le petit bassin versant de la Chaise va se comporter avec le changement climatique à venir, quoi, en fait, hein. Et on a intégré dans l'étude une modélisation du changement et de voir un peu quelle est la réaction, comment va être sa réaction, ce qui nous permet derrière d'engager des prospectives, des politiques, avec aussi les autres syndicats d'eau qui sont plus extérieurs à notre territoire, parce qu'il y a beaucoup aussi d'échanges d'eau entre syndicats. Voilà, je fais court, mais si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je passe la parole à Jean-Yves. Juste sur les quantitatifs, c'est pas fini. Pour les piscines. Oui, alors dernière chose, c'est vrai que c'est marqué limitation de la taille des piscines. C'est vrai qu'on a mis ça dans notre PLUI à Rennes Métropole. On a limité les volumes d'eau par piscine à 25 mètres cubes, parce qu'effectivement, là aussi, on s'est rendu compte. Si la consommation moyenne des abonnés, c'est 60 mètres cubes. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a une piscine, on est à 120 mètres cubes. Donc on peut considérer qu'il y a peut-être davantage de personnes, des enfants, etc. Mais il y a quand même une corrélation entre consommation d'eau et piscine, quoi, en fait, hein. Et donc on a, au niveau de la collectivité eau du bassin rennais, travaillé avec les services de Rennes Métropole dans le cadre du nouveau PLUI pour mettre ça en place, en fait, une limitation des volumes par piscine, quoi. Merci. Merci Pascal. Parmi les autres piliers sur lesquels on est passé rapidement, il y a également le pilier du prix de l'eau. Prix de l'eau est important. Les élus au du bassin rennais, notamment lors du passage en société publique locale, n'ont pas saisi l'opportunité de baisser le prix de l'eau parce que, bien heureusement pour nous, conscients que l'eau a un prix, ça correspond à un certain nombre de services. Par contre, le passage en gestion publique de l'eau a permis de donner des outils et des éléments pour vraiment pratiquer une gouvernance active de l'eau. Par contre, a été mis en place à Rennes, Pascal l'a dit tout à l'heure, donc une harmonisation progressive des prix, a été mis 10 mètres cubes gratuits et puis une tarification écologique et sociale. Et puis, depuis longtemps, nous n'avons plus, nous, la problématique de la dégressivité des prix, qui se pratique encore dans certaines collectivités, même autour de Rennes. Plus on consomme, notamment les industriels, moins l'eau est chère. Ça revient à un impôt pour l'usager lambda, pour financer la laiterie ou autre. Ça, on n'a pas de ça à Rennes. Si on veut baisser la consommation, bien évidemment, eh bien, plus on consomme, plus l'eau est chère. Et puis, donc voilà ce volet pour le prix de l'eau. De même, tout à l'heure, on ne l'a pas dit, mais sur la quantité, un industriel qui veut s'installer sur le bassin rennais, s'il a une consommation d'eau trop forte et qui risque de mettre en péril certains territoires, les élus ont la capacité de décider de ne pas autoriser l'installation de cet industriel.
Un autre volet important, c'est la gestion patrimoniale. Pascal a démarré tout à l'heure en montrant les installations de 1880. Ces installations de 1880, elles sont toujours opérationnelles. Donc, un, c'est qu'elles ont été bien construites à l'époque. Et puis deux, c'est qu'elles sont aussi bien exploitées. Et les arbres les arbres et leurs racines savent bien où est l'eau. Et là, j'ai mis une photo. Donc, on a des équipes qui pratiquent les mêmes méthodes depuis 1880 pour aller chercher les racines et pour avoir cette eau de bonne qualité issue des drains. Dans la gestion patrimoniale, c'est très important. Donc, on a aussi la modernisation de nos usines. Donc, ça, c'est en cours actuellement. Et puis, un volet important qui peut faire réagir certaines collectivités. On parle de rendement de réseau, on parle de fuite d'eau. Ce matin, on parlait des coûts pour renouveler les canalisations. Audubas Rennais a un objectif très fort qui est maintenu de renouvellement des réseaux d'eau potable de 1,3% par an. Voilà, ça fait un peu plus de 50 km par an. C'est un objectif qui est tenu. Donc, tout à l'heure, je parlais du prix de l'eau. C'est facile de baisser le prix de l'eau. On baisse le prix d'eau, on renouvelle rien. Puis dans 30 ans, on pleure parce que l'État ne nous aide pas à renouveler les canalisations. Mais ce n'est pas ce qui a été fait à Rennes. À Rennes, l'eau paye l'eau et on est capable de renouveler 1,3%. Le résultat de tout ça, c'est voilà, en approche quantitative. Sur Rennes, on a un rendement de 94%. Voilà. On renouvelle les tuyaux, on cherche les fuites, on répare les fuites. À un moment, ça paye, heureusement. Et donc, on a des bons rendements de réseau. Un autre point, c'est notre empreinte carbone. Sur les usines, on a mis en place, principalement en assainissement, notamment pour gérer l'aération. On a mis de l'intelligence artificielle. On travaille aussi, bien sûr, au maximum avec des bons équipements. On produit de l'énergie en photovoltaïque, beaucoup en fond. Particularité à Audubas Rennais, on gère un barrage dans lequel il y a des turbines et on produit de l'énergie. Donc cette usine d'eau potable, lorsque on a eu quelques travaux sur la turbine, mais l'objectif c'est qu'on soit autonome en énergie sur cette usine. Et puis en empreinte carbone, j'avais eu l'occasion d'échanger avec Jean-Emmanuel. On travaille aussi sur l'alternative. Vous savez, avec les micropolluants, on utilise de plus en plus de charbon qui est à base de houille, qui vient de Chine. Donc une empreinte carbone n'est pas terrible. On essaie de travailler sur des alternatives à ce type de produit. Et donc, pour terminer sur le volet R&D, c'était une des remarques, Pascal l'a dit, on est passé en gestion publique en 2015. Une des remarques qui était faite par les délégataires privés, c'est que les sociétés publiques locales ou les régies, enfin les gestionnaires publics au sens large, vont un peu s'enquister et être un peu moins à la tête, enfin moins s'occuper d'innovation par rapport à ce que peuvent faire les groupes privés. Et donc, fort de ce constat, les élus du bassin rennais ont sollicité la création d'une direction de la R&D, non pas sur la SPL, mais sur vraiment l'ensemble du cycle de l'eau. Et clairement, en mettant 2% des recettes pour être capable d'assurer cette mission. Et pour montrer qu'on n'est pas seul en circuit fermé, sur la R&D, on échange avec des grandes collectivités qui, comme Rennes, ont fait le choix de la gestion publique, Paris, Lyon, Nice, Montpellier, Poitiers, Brest, bien sûr. Et donc, ça fonctionne assez bien. Et sur Rennes, comment on fait de la R&D? On fait des suivis sur les usines, on a des essais pilotes, on a des micro-réacteurs, et puis on a aussi des partenariats avec les universités. On a la chance à Rennes d'avoir l'université, l'école de la santé, l'école de chimie, donc on a beaucoup de partenariats. Et notre feuille de route, c'est ce que tout le monde connaît, l'impact du réchauffement climatique, les pollutions, le recyclage. Et donc là, je vais vous donner juste deux exemples. Un double exemple sur lequel on travaille. Là, je vous ai mis l'usine d'eau potable de Villejean et l'usine d'assainissement de Borade. Et on est en train d'essayer de boucler la boucle, c'est-à-dire que sur l'usine d'eau potable, on utilise de plus en plus de charbon pour éliminer les micropolluants qu'on a dans nos ressources. On y arrive bien. Mais on se dit que le charbon, il a encore peut-être un potentiel d'absorption. Et il y a la DRU2 qui est en train de se mettre en place donc pour le traitement des micropolluants dans les stations d'épuration. Et on s'est dit que notre déchet, finalement, peut être une matière première
Donc là, on lance la semaine prochaine avec le bureau d'études qui a été retenu tout un projet de faisabilité. Dans nos réacteurs, on a montré que chimiquement ça marchait bien. Maintenant, voilà, comment on peut le mettre en œuvre dans les tuyaux sans tout colmater. Et pour boucler la boucle, en Bretagne, on a de l'eau très douce. Donc qui dit très douce, on est obligé de la minéraliser. Nous, on ajoute de la chaux et du CO2. Puis le CO2, certaines périodes estivales, c'est compliqué d'en avoir. Les grands groupes nous augmentent les prix. Et on est en train de se dire, on a de la méthanisation, on rejette le CO2. Si on le prenait, si on le nettoyait, si on le stockait, et si on le mettait en usine d'eau potable. Alors sur le papier, c'est faisable, mais on est en train d'étudier le sujet. Il y a des entreprises de l'agroalimentaire voisines qui l'ont mis en œuvre. Et puis pour terminer, un autre exemple d'action R&D. Là, c'est un travail qui a été fait par la chaire Eau et Territoire, donc à l'Université de Rennes. L'objectif, c'était dans 50 ans, dans 100 ans, est-ce qu'on aura toujours des ressources en eau? Et là, les courbes montrent la modélisation du fonctionnement dans les années précédentes et dans les années futures, selon deux scénarios du GIEC, un optimiste et un pessimiste, qui montrent que notre retenue stratégique, elle va plus se remplir naturellement. Donc ce genre de travaux qui combinent à la fois la modélisation des sols, de l'hydrologie et puis les prévisions météo, montrent que voilà, on a vraiment un problème et ça nous aide dans les actions. Pour conclure, souvent une question qu'on nous pose, mais pourquoi à Rennes ça marche, tout ce que vous faites? Déjà, c'est un historique. Voilà, depuis 1880, les fondations étaient là. Je rappelle qu'en 1880, ils ont mis une dizaine d'années avant de lancer le projet, et puis ils se le sont fait valider par l'ingénieur Belgrand et puis le préfet Haussmann, donc qui avait fait des choses quand même assez remarquables sur Paris. Donc voilà, ça donne un peu le ton. C'est aussi une implication des élus. Je remercie Pascal, mais au-delà de Pascal, il y a un certain nombre d'élus qui sont vraiment volontaires sur Rennes pour différentes actions. Ils sont dans les instances, ils font des choix courageux sur les prix, sur la gouvernance. C'était pas facile de se dire 130 ans d'histoire Veolia avec différents groupes et on passe en PME à 90. Moi, j'étais le directeur technique. Auparavant, il se retournait, il avait la région, il avait le national. Je me retournais, j'avais personne. Donc voilà, on y pense 5 minutes et puis on se jette dedans, puis tout se passe bien. Voilà, donc beaucoup d'échanges, de la transparence, de la communication. Je vous ai dit, on a un tissu local à Rennes avec les universités, les associations. Les associations sont bien impliquées dans les conseils d'administration de la SPL et de la régie. Puis notre politique, c'est vraiment le préventif plutôt que le curatif. La technique peut tout faire, mais on voit bien que ce n'est pas la solution. Ça nous mènera nulle part. Donc vraiment, on a un soutien des acteurs des bassins versants et on ne fait pas la course à la technologie. Voilà, je vous remercie. Et on est disponible avec Pascal pour des questions, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. On peut prendre une question, pour des raisons de timing, vous avez bien compris qu'on a commencé en retard, pour des bonnes raisons, mais quand même. S'il y a une question, on peut la prendre, et sinon on poursuivra, puisqu'il va y avoir d'autres temps de questions, mais on ne voudrait pas trop compresser les présentations suivantes. Allez, hop. Johan Brizard du syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne. Alors, vous avez parlé des PSE, des aides aux exploitations agricoles. Comment elles sont financées? Alors, en fait, on a, au niveau de la collectivité ou du bassin rennais, on est en train de les projeter. Donc ça va être financé par la collectivité ou du bassin rennais sur ces fonds, en fait. Donc ça veut dire que c'est une partie, enfin c'est en grande partie l'usager en fait qui va les financer. Au niveau du bassin de la Vilaine, de l'EPTB Eau-et-Vilaine, là c'est sur tout le grand bassin, 11 000 km². On est en discussion actuellement, là justement, pour l'application de la règle 1. L'interdiction d'usage des pesticides. Donc, on a dit qu'on allait accompagner les agriculteurs. On est à peu près, sans doute, sur 20 000 hectares de parcelles à risque fort d'érosion.
Et donc là, effectivement, on va solliciter l'ensemble des syndicats de production d'eau. On dit sur l'ensemble du bassin de la Vilaine, c'est 70 millions de mètres cubes qui sont prélevés. On doit apporter à peu près 5 centimes du mètre cube, donc qui sera évidemment facturé à l'usager. Mais c'est à ces conditions-là qu'on pourra réussir à mettre en place cette politique, quoi, en fait. Parce que c'est vrai que c'est... Et puis en fait, c'est éviter aussi tous les transferts. Hein. C'est pas simplement les pesticides, mais c'est aussi tous les fertilisants et c'est aussi l'érosion des sols. Hein. Je crois qu'on ne se rend pas compte, mais les sols s'appauvrissent tellement il y a de l'érosion. Il y a eu tellement, là on en a parlé ce matin un peu, des politiques depuis 60 ans sur les remembrements, l'agrandissement des parcelles et tout. Et ça, c'est au détriment du cycle naturel de l'eau dans le milieu, quoi, en fait. Hein. Et donc là, aujourd'hui, on a quand même des sérieux soucis à se faire.